Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 21e déjà épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Back to the Future, aka le monde d'avant, après. Et oui, c'est ça, Back to the Future, aussi connu sous le nom de Monde d'avant d'après. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Pour les plus impatients en réalité, vous pouvez souvent le retrouver déjà le dimanche soir en fonction de la célérité des créateurs. Le secret de Polichinelle. Le secret de Polichinelle, on vous a fait des petits teasers ces derniers temps. Voilà, maintenant vous le savez officiellement que l'épisode est souvent en ligne dès le dimanche soir. Après, vu le taux d'écoute le dimanche soir, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà remarqué, donc je suis pas super inquiet. Il n'y aura pas de monstrueuse surprise. Et puis, pour ceux qui veulent le regarder plus tard, dans la semaine ou 2 semaines après, ou même des mois après, parce qu'il y a toujours on a toujours des vues sur nos premiers épisodes, et puis sur les épisodes intermédiaires. C'est assez chouette de voir que voilà, ça fait son chemin petit à petit. On a, je crois, 400 vues pour le tout premier, un peu moins pour les suivants. Je crois que le tout premier n'était pas forcément... Alors, on avait donné tout notre cœur, mais c'était pas forcément une réussite radiophonique à l'époque. N'hésitez pas, ne lâchez pas tout de suite... tu dis ça dans l'épisode de la saison 2, épisode 21. Donc, mais oui, mais je ils le sont rappelle, loin. n'écoutez pas que le premier épisode, continuez à écouter les suivants. Vous en auriez pas tort de dire que c'est tout un peu inégal en fonction des épisodes, mais on s'est beaucoup amélioré sur cette saison 2 en tout cas. Enfin, on espère. Enfin, on espère. Moi, je trouve en tout cas, je me sens beaucoup mieux maintenant. Enfin voilà, nous sommes donc diffusés le lundi. On peut se retrouver sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, Tranche le chiffre de couple, comme dans le podcast. Et puis, bien sûr aussi, vous pouvez nous envoyer un message, une lettre d'amour, une lettre d'amitié, des remarques, des commentaires par email sur tranchedecouple@gmail.com. Et donc, pour terminer cette introduction, Max, on compte sur vous, toujours, pour nous aider à faire connaître ce podcast autour de vous. Alors, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Il y a même certains podcasts où les hôtes disent installez-le directement dans les applis de podcast de vos amis. Donc allez-y. Et puis, comme toujours, si vous le pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment un moyen d'accroître la diffusion du podcast. Et puis, vous pouvez aussi nous mettre un petit commentaire et puis un petit pouce bleu sur YouTube ou le partager sur Facebook encore, comme on vous le disait. Absolument. Alors, Guillaume, c'est toi qui ouvre le bal de la rubrique Actu aujourd'hui ? Bah oui, Back to the Future, le passé d'avant, le futur d'après. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un mois de juin qui n'a rien à voir avec le mois de juin de l'année dernière, avec pourtant des chiffres du Covid un peu différents. On sent que cette année, il y a en tout cas dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, il y a une sorte d'endormissement de l'épidémie qui régresse de façon assez forte, avec pour de nombreux pays, selon l'agrégateur Renculable de l'université de Genève et du Swiss Data Center, un R qui donc est aujourd'hui à 0,65 par exemple pour la France ou à 0,56 pour la Belgique. Pour rappel, le R, c'est le taux de reproduction du virus qui correspond au nombre de cas à 7 jours pour 100 000 habitants. Et donc dans ces pays européens, nombreux sont ceux qui ont partiellement ou totalement levé les restrictions en cours. La plus emblématique d'entre elles, c'est évidemment la fin du couvre-feu en France. 8 mois que vous, pauvres Français qui nous écoutez, étiez contraints de sortir de chez vous, de rentrer chez vous, pardon, au plus tôt, parfois jusqu'à 18h, ensuite 19h, puis généreusement 21h, et enfin 23h. Ça y est, vous êtes libre, vous pouvez ressortir après 23h. D'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que j'ai cru voir sur les vidéos et les images qu'on a vues ces dernières semaines, il y en a qui n'ont pas forcément attendu. On vous en veut pas, mais maintenant vous pouvez le faire en toute liberté. Et puis, une autre restriction en place qui saute dans nos pays, enfin qui en tout cas est levée, c'est le port du masque en extérieur. Et je précise bien en extérieur, puisque ne pas porter un masque dans la rue alors qu'il fait grand beau, qu'on est à l'air, l'air circule, qu'on n'est pas forcément dans des rues trop chargées, ça a du sens. Mais souvenez-vous toujours que
Le masque est toujours recommandé, sinon imposé en intérieur. Ça marche à la messe, hein, ça marche dans les magasins, ça marche aussi au bureau. N'oublions pas que malgré tout, le virus continue à circuler, que la vaccination avance, mais que ça prend toujours un peu de temps, la France s'est donné pour objectif au mois d'août d'avoir primo-vacciné, donc première injection, 40 millions de personnes, c'est-à-dire environ 60% de la population. C'était un premier objectif fixé par le gouvernement. La Belgique sera probablement dans les mêmes eaux, même si on a en Belgique des taux de vaccination qui sont extrêmement divers entre les différentes régions. Avec par exemple en Flandre, ils s'attendent à arriver à un taux de vaccination générale de 90%, 90% selon les dernières informations du gouvernement flamand. C'est énorme, il y a une adhésion assez monstrueuse. Alors que la Wallonie, c'est un peu plus compliqué, on sera plutôt autour de 80%. Et à Bruxelles, on remarquera que le gouvernement régional n'a pas fait énormément d'efforts pour promouvoir cette vaccination. On a à Bruxelles, on en a déjà parlé dans le passé, mais des différences assez fortes entre d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre. Et beaucoup de communes, notamment les plus pauvres, sont celles qui ont le plus de mal à trouver l'adhésion au vaccin. Et les initiatives pour porter justement la vaccination dans ces communes, pour faire la promotion, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas très chauds pour se faire vacciner dans ceux qui nous écoutent, mais je suis désolé, c'est quand même important. Ça reste une donnée importante pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les autres, et dans des populations qui sont peut-être plus à risque aussi parce que il y a plus de promiscuité. C'est d'autant plus important que ces populations se fassent vacciner, et donc que les gouvernements trouvent des solutions pour les aider et aller apporter la vaccination à ces populations. Alors il y a des choses qui existent, notamment via le vaccin à unidose de Johnson & Johnson, mais voilà, on sent dans les chiffres aujourd'hui que c'est compliqué d'avoir de l'adhésion, que les choses ont été longues à se mettre en place, donc on ne peut que recommander à tous les Bruxellois qui nous écoutent, allez vous faire vacciner, mais pas seulement. Si vous pensez à vous, si vous pensez aux autres, partager ces informations, montrer que oui, la vaccination, c'est un geste anodin. Le bénéfice-risque quand on est jeune, il est quand même relativement important, mais pas forcément pour nous les jeunes, aussi pour éviter d'avoir à le transmettre à des personnes plus à risque. Et puis voilà, on est tous concernés. Et puis donc, pour terminer sur cette petite chronique ouvrir ou ne pas ouvrir, n'est-ce pas? Un petit retour sur le pass européen dont on vous a parlé, qui sera en place le 1er juillet, Oui. mais qui est déjà en place dans certains pays, notamment en France et en Belgique. Vous pouvez désormais, si vous êtes vacciné depuis plus de 2 semaines, obtenir ce pass européen, ou alors si vous avez fait un test PCR depuis moins de 72 heures, ou alors si vous pouvez prouver que vous avez eu le Covid, ou la Covid. Je vous laisse choisir votre école. Pardon. Dans cette... Oh, ça va. Hein. Voilà, tu vois, non, mais je suis devenu vachement ouvert maintenant. Je laisse les gens choisir leur école. Mais moi, ce sera toujours le Covid. La décadence. Voilà, vous pouvez toujours vous obtenir ce pass si vous l'avez eu dans les mois précédents. On ne vous le souhaite pas, mais sachez que c'est une autre façon de faire. Voilà pour cette petite chronique ouvrir ou ne pas ouvrir. Max, tu vas nous parler d'un sujet qui nous a beaucoup manqué ces derniers temps. On n'en a tellement pas parlé. Nous a-t-il vraiment manqué? Oh oui, grave. On va vous parler aujourd'hui Brexit drama. Brexit means Brexit. Voilà, c'est ça. Nous revoilà. Ça les revoilà le Brexit. Vas-y, Max. Ah là là. Et on pensait tous que c'était terminé parce que, la transition, terminée, l'accord sur la sortie, terminé, les relations commerciales, terminé, validé. C'est ça, terminé. Je crois qu'on peut appeler ça terminé, les relations commerciales ces derniers temps avec l'Union. Et alors, en fait, je vais peut-être vous remettre dans le contexte. Alors, du 11 au 13 juin, peut-être que vous avez suivi, il y avait le sommet du G7 qui s'est tenu au Royaume-Uni sous présidence britannique. Alors, le G7, c'est cette réunion des dirigeants de 7 pays, grosses économies, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, auxquels sont associés la présidente de la Commission européenne et celui du président du Conseil européen. Alors, ce sommet, pour Boris Johnson, c'était un peu la vitrine du Global Britain, donc ce slogan qu'il a mis en avant pour montrer que le Royaume-Uni allait rayonner en étant sorti de l'Union européenne sur la scène internationale. Alors, il y avait beaucoup d'objectifs pour cette réunion. Comme d'habitude, l'objectif, c'était d'annoncer des accords
entre ces grands pays sur notamment donc, la lutte contre le Covid pour mettre fin à la pandémie, la lutte contre le changement climatique, et puis un certain nombre d'enjeux du commerce mondial, y compris l'influence de la Chine. Alors au bilan, les résultats sont mitigés. On dirait un bien, mais peut mieux faire, parce qu'on aurait pu attendre un peu plus. Mais c'est pas là-dessus que je voudrais revenir. Je voudrais maintenant voilà, faire le lien avec le Brexit, parce que en fait, ce sommet a été pollué par ce sujet favori de Boris Johnson, les suites du Brexit. Même si il en avait vraiment pas envie, parce que c'était pas l'objectif. Mais en fait, même temps, il avait tellement de représentants européens autour de la table, c'était difficile à éluder. Hein. Mais surtout, le problème, c'est que le gouvernement britannique continue de contester l'application de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'Irlande du Nord. Et vous le savez, c'était un élément clé de l'accord de retrait de l'Union européenne. Ouais, do you mean Brexit, ouais. But only pour le Royaume-Uni, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et vous vous souvenez que c'était aussi un élément politique essentiel pour sauvegarder cet accord du Vendredi Saint, le fameux Good Friday Agreement, et qui permet donc de garantir la paix, de maintenir la paix sur l'île de l'Irlande, entre l'Irlande du Nord et le reste de l'île. Et Joe Biden, vous le savez, c'était son premier G7 en tant que président des États-Unis, avait déclaré dès la campagne électorale la nécessité de préserver l'accord du Vendredi Saint, en faisant un prérequis même à tout accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et puis, il a eu de cesse de répéter tout au long de ces derniers mois qu'il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, et donc les atermoiements britanniques n'étaient pas les bienvenus. Donc, l'idée, c'est qu'il faut trouver une solution, quoi. Sauf que cette solution, elle existe déjà, en fait. Elle est dans l'accord, c'est marqué. C'est ça. Elle existe, elle a été validée par le gouvernement britannique. C'est signé. Signé par Boris Johnson, hein, by the way, toujours le même, dans cet accord de divorce avec l'Union européenne. Alors on se souvient, c'était extrêmement compliqué de négocier ça. Il avait remis en cause à plusieurs reprises, mais finalement il avait agréé. Et puis, dans la négociation qui avait suivi sur la relation commerciale future avec l'Union européenne, la négociation sur l'accord de libre-échange, enfin les relations économiques, déjà, donc c'était seulement quelques mois après la signature de l'accord sur le divorce, le gouvernement britannique avait cherché à remettre en cause cet accord, comme le raconte très bien Michel Barnier dans son livre, où il raconte par le menu les négociations du Brexit, hein, à la fois le divorce et puis la relation future. C'est très intéressant, je vous engage à le lire. Le gouvernement britannique avait, pendant cette négociation, en fait, sorti une loi, un projet de loi, où globalement, il se permettait de ne plus appliquer certaines dispositions de l'accord. Alors c'était un projet de loi qui avait été très polémique, y compris au Royaume-Uni, parce qu'en fait, il remettait quand même en cause l'accord qui avait été validé. Finalement, Boris Johnson avait l'avait utilisé un peu comme un argument pour faire pression sur l'Union européenne, et avait fini par le retirer après quelques mois. Mais de fait, ce qui est en jeu aujourd'hui, j'ai déjà mentionné brièvement, à nouveau, c'est le respect des engagements pris. Le Royaume-Uni est-il aujourd'hui un partenaire fiable sur la scène internationale, ou est-ce qu'en réalité, il ne se sent engagé par un traité international qu'au moment où il le signe? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Le respect des engagements pris, c'est un élément essentiel des relations internationales, et clairement un prérequis pour développer des alliances et des relations économiques fortes. Si vous n'allez pas signer un accord avec un partenaire, avec un certain nombre de conditions, et puis le lendemain, il les remet en cause. À ce moment-là, l'accord, il est caduc. Donc, si le Royaume-Uni n'est plus considéré comme un partenaire fiable, alors c'est sa crédibilité sur la scène internationale qui va s'en ressentir durement, au plan économique, mais aussi au plan politique. Et donc, au moment où Boris Johnson cherche à négocier des accords de libre-échange pour remplacer en fait les accords de libre-échange que le Royaume-Uni, que l'Union européenne avait développés avec un certain nombre d'économies dans le monde, et puis au moment où il cherche à nouer des liens qui matérialiseraient son Global Britain, donc des relations politiques fortes avec un certain nombre de pays, il se tire véritablement une balle dans le pied. Et donc c'est ainsi que durant le sommet du G7, les interlocuteurs européens n'ont cessé de rappeler à Boris Johnson qu'il devait respecter sa propre parole et les engagements du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne, parce que sinon, tout tombait, y compris d'ailleurs
les relations bilatérales si chères au Royaume-Uni, et notamment le président français Emmanuel Macron a clairement dit la capacité à faire un reset de nos relations, à les développer, les relations bilatérales, est dépendante du respect des engagements que vous avez pris au niveau de l'Union européenne. Et en fait, c'est bien là la complexité des choses, c'est que Boris Johnson ne peut pas d'un côté, en gros, faire un gros doigt à l'Union européenne et en même temps se dire qu'il va compenser ça avec des relations bilatérales très fortes. Parce qu'en fait, les Européens, ils n'ont pas envie de ça. Et donc, Emmanuel Macron et Angela Merkel notamment ont clairement expliqué qu'il fallait que Boris Johnson apprenne à vivre avec les règles du jeu et que les règles du jeu, c'était aussi de respecter l'Union européenne. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Et oui, et d'ailleurs, je cherchais cette information précise, mais on voulait féliciter tout de même le Royaume-Uni pour la signature du premier accord commercial post-Brexit avec l'Australie. Le premier, celui où ils ont vrai accord finalisé, en tout cas après le Brexit. Ils ont une disposition pour des travailleurs saisonniers pour aller travailler dans les fermes en Australie, dans les industries, alors qu'ils ont du mal à trouver des travailleurs pour venir chez eux. C'est le même qui dit qu'ils vont pouvoir exporter beaucoup plus de biscuits et de whisky désormais vers l'Australie. C'est une grosse réussite, je pense, cet accord. Je cherchais les chiffres, mais je pensais que c'était notre ami Alex Taylor, que vous devriez suivre sur Twitter. Tiens, d'ailleurs, on vous mettra son profil. C'est un excellent journaliste britannico-français. Maintenant, il a pris la nationalité française. Ah oui, voilà, il cite une journaliste de Newsnight, Emily Maitlis, qui dit qu'il y aura en réalité besoin de 2000 accords du type de libre-échange du type de celui qui vient d'être signé entre le Royaume-Uni et l'Australie pour arriver au même niveau d'échange qu'il y avait avant le Brexit entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. On les laisse dormir là-dessus, je trouve que c'est bien. Oui. Bon, non, mais écoute, on leur souhaite, comme on le dit, beaucoup de succès dans leur... dans les années futures. Le Royaume-Uni reste un pays très proche de l'Union européenne géographiquement, historiquement, avec lequel nous sommes très proches, un allié dans l'OTAN, et on a envie que ce soit un partenaire proche et fiable. Tout à fait. Après, ont-ils envie, aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, Boris Johnson a besoin de bâcher l'Union européenne. Il a besoin de crédibilité, forcément. Mais le problème, c'est que en réalité, ça va être compliqué pour lui. Bâcher l'ensemble de ses voisins, c'est un peu compliqué. Surtout que l'Union européenne reste le premier partenaire économique du Royaume-Uni. C'est compliqué de faire venir des fraises d'Australie pour les bouffer. Moi, j'ai déjà du mal avec les fraises d'Espagne. Alors. Ouais. Et puis, en fait, il a besoin du marché économique européen pour un certain nombre de débouchés, en fait, de produits qui sont faits en... On se rappellera sur la pêche, les Européens viennent beaucoup pêcher dans les eaux britanniques, mais pour autant, les pêcheurs britanniques ont besoin de vendre leurs produits finis dans les ports européens, dans l'Union européenne, parce que sinon, en fait, ils savent pas les vendre et en fait, derrière, c'est mort, quoi. Et là-dessus, sur la pêche, d'ailleurs, le livre de Barnier est assez intéressant parce qu'il donne un peu des explications et des détails. On vous le suggère. On vous mettra un marché qui est très petit, en fait. On parle de 500 millions d'euros. Mais en fait, ça a cristallisé beaucoup de choses. Allez, on close ce Brexit chapitre Brexit. Means Brexit. Parlons donc d'un autre sujet un petit peu rigolo. Parce qu'on s'est bien marié avec Guillaume. Avec un petit point belgitude. C'est parti. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à cette affaire d'heure des cafés? Donc en gros, en Belgique, on va pouvoir rester jusqu'à 22 heures à l'intérieur. À 22 heures, iedereen buiten, tout le monde dehors. Pour aller tout simplement, où ça? En terrasse. Parce qu'en terrasse, chers collègues, en Belgique, on pourra rester jusqu'à 23h30. Donc c'est là-dessus que les ministres se battent en Belgique dans les compétences. Ça veut dire quoi? Il y a un match des Diables Rouges qui va se jouer, 21h, début du match, 21h45, c'est la mi-temps. À la mi-temps, il y a tous les supporters qui vont sortir du café à la queue leu-leu. On est en train de gagner pour trouver une place où? En terrasse. Et en terrasse, il y aura qui? Une terrasse pleine, évidemment, avec tout le monde qui est en train de regarder le match dehors. Donc on organise le bordel général. Et donc c'est là-dessus qu'on se bat avec des compétences en Belgique. C'est pas fini. Pour les matchs qu'on va pouvoir regarder à l'extérieur en Belgique, on sera donc
maximum 400 pour regarder en grand écran à l'extérieur. Sauf 400 debout pour regarder le match. Sauf, chers collègues, si on peut boire des bières. Si on peut boire des bières, c'est 400 assis. Parce que c'est bien connu, l'absence de bière fait que le virus, il monte le virus, il sent qu'il n'y a pas de bière. Il dit c'est dangereux, je monte 1,50 m. Attendez, c'est pas fini, on va se marrer dans cette... Attendez, c'est vraiment pas fini. Alors, après le match, 23h30, que se passe-t-il? On a gagné, on peut se balader dehors pour prendre l'air. À combien, chers collègues? À 10. Sauf... Donc à 23h30, on peut être à 10 pour se promener dans les rues en Belgique, sauf qu'à minuit, on passe à 3. Je vous le jure. Donc, allez, vraiment. Donc, chers collègues, vous imaginez tout ce qu'on va devoir discuter dans cette commission en matière de compétences. Oui, et alors il y a 4 encore. Attendez, tu reviens à la maison, là, t'es 3, tu reviens à 4, parce qu'il y en a un qui est rentré par la fenêtre, on n'arrête toujours pas. Non, vraiment, chers collègues, je veux dire, et tout ça, ça se discute sérieusement dans un Codeco demain. Et voilà. J'espère que vous avez bien suivi, parce que nous, on a dû le réécouter plusieurs fois pour tout comprendre. Alors, c'était le point Belgitude du jour qui vous est présenté par Raoul Edebeau, qui est député fédéral à la Chambre du très à gauche Parti des travailleurs belges. On le sent exprimer son désarroi. Il est membre de la commission qui préparait et qui conseillait le Codeco. Le Codeco, c'est le comité de concertation qui s'est mis en place entre les régions, l'État fédéral, pour mettre en place les différentes mesures et essayer tant bien que mal de coordonner et d'harmoniser au niveau national en Belgique les mesures Covid. Il fait donc partie de la commission à la Chambre qui gère, qui conseille sur ces sujets. Et on sent son désarroi par rapport à toutes ces mesures qui s'empilent les unes sur les autres et qui, à un moment donné, il est vrai, on avait un peu de mal à trouver du sens. C'est pas une vidéo toute récente, elle a déjà 2 petites semaines, mais elle exprime, je pense, très bien un peu la confusion qui s'en est suivie ici quand il y a eu des différentes réouvertures. On vous avait d'ailleurs parlé dans un autre point Belgitude de la fin du couvre-feu, en vous disant que le vendredi soir... Un vendredi soir, on avait eu le dernier couvre-feu à 23h qui s'était terminé à minuit. Donc on avait eu 1 heure de couvre-feu en tout et pour tout pendant la nuit. Et à partir de minuit, on pouvait ressortir pump it up dans la rue. Voilà, c'était le point Belgitude du jour. Je crois qu'on vous remettra quand même cette intervention sur Twitter et sur Facebook parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Et de litres de Jupiler aussi. Ah ouais, non, mais effectivement, il faut la voir. On espère que vous avez bien entendu et voilà, c'est assez chouette. On passe à la rubrique vie de couple. Alors, la dernière fois, on vous a fait une belle rubrique, on espère, sur la Pride et tout ce que ça voulait dire. Alors, il y a un sujet qu'on n'avait pas traité et qu'on va quand même traiter rapidement. C'est les petits goodies Pride. Parce que, Guillaume, vous avez fait un petit teaser sur les réseaux. C'est les Lego. Ah bah oui, les Lego. Mais on l'a mis déjà sur les réseaux sociaux, ça. Oui, mais bon, du coup, on n'en avait pas parlé dans le podcast. Bah voilà, on peut en parler. A-t-il craqué, n'a-t-il pas craqué? Il a craqué. Il y a un nouveau une petite bricole qui a rejoint une étagère du salon. C'est très joli, c'est coloré. Et puis moi, j'ai craqué pour un bracelet. Voilà, c'est magnifique. Ça, un joli bracelet de montre. Superbe. Un peu de couleur dans la vie. Absolument, mettre des couleurs dans la vie. Et en parlant de couleurs dans la vie, ça fait 11 ans que tu mets des couleurs dans la mienne, mon cher Max. Oui, c'est trop mignon. Oui, t'as vu. Hein. C'est choupi-choupinou. Oui, arrêtez, ça devient un mièvre, là. Bon, je crois qu'on vous l'avait dit, le 18 juin est un jour particulier pour nous, parce que c'est notre date anniversaire du jour où on s'est mis ensemble. Absolument. Chez nous, on ne fête pas forcément le mariage, la date... Enfin, on fête toutes les fois. En fait, si. Objectivement, on fête le plus qu'on peut quand on peut. Mais le truc qui a du sens pour nous le plus, et qu'on fête, disons, qu'on marque le plus, c'est effectivement la date où on s'est mis ensemble, plutôt que la date où on s'est marié, parce que je crois que dès le début, on avait un engagement suffisamment fort pour dire que c'est ça qui compte. C'est mignon. T'as vu? Et en plus, il faut dire que 18 juin, l'appel du général de Gaulle, 2010, c'est tout rond. Pas difficile. C'est relativement simple. Voilà. Absolument. Donc, voilà, 11 ans, c'est quand même pas rien. Ouais. Bon, ça commence à faire. Ça commence à faire. Bon, on a une maison, on a une voiture. Non, on est bien, je crois. On a un barbecue. Allez, hein.
Vivement l'été, hein, on va pouvoir sortir la sauce mayo et la sauce andalouse. Comment ruiner le point super bon non, moment. mais on a bien profité. Pour nous, c'est important de marquer un peu le coup aussi tous les ans. Comme je vous dis, on marque pas forcément autant les anniversaires de mariage ou d'engagement, parce que c'était une étape de plus, mais nous, on considère qu'on a commencé notre chemin ensemble, effectivement, il y a 11 ans. Bon, alors on leur dit, on l'a pas fêté n'importe où. Ah oui, non, vas-y. Donc, vendredi soir, nous sommes allés avec Guillaume dans un restaurant qui est celui du jeune chef belge qui était dans Top Chef. C'est quoi son nom? Mathieu, non? Mathieu Van de Velde. Donc, du jeune chef belge Mathieu Van de Velde, qui nous avait fait forte impression dans la saison 2021 de Top Chef. Malheureusement, il a dû quitter au bout du 3e épisode, et on en était bien déçus. Mais notamment, il avait une capacité à associer les choses et à être dans une justesse du goût en utilisant la salinité des produits, notamment des poissons et des produits de la mer, qui avait l'air assez intéressante. Alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas? Donc on a été dîner dans ce restaurant qui s'appelle La Paix, qui est situé en face des abattoirs d'Anderlecht, à Bruxelles. Et pour resituer, donc Mathieu Van de Velde, il est chef de ce restaurant doublement étoilé, n'est-ce pas? Enfin, il est sous-chef, pardon. Il est sous-chef de ce restaurant doublement étoilé, après être passé par un autre grand restaurant, lui aussi doublement étoilé, du centre de Bruxelles, à Annesens, le Comme chez soi. Mais tu veux revenir peut-être sur cette chouette soirée? Ah oui, alors déjà, on était assis à côté des langoustines. C'est vrai qu'on a passé la soirée en bonne compagnie. Voilà. Écoute, une équipe assez jeune, globalement, dans ce resto. Très serviable, très sympathique. Même une petite moumoute pour poser le sac. Alors, on a eu la chance d'essayer au cours de ces dernières années. C'est le 3e restaurant étoilé qu'on fait à Bruxelles depuis qu'on est arrivé. Donc une fois tous les 2 ans, un truc comme ça, on se fait un peu plaisir. Et à chaque fois, c'est des ambiances très différentes en fait à l'intérieur. Ah oui, clairement. Clairement. Le premier, c'était baroque. Le premier, c'était art déco, art nouveau, plutôt que baroque. Si ça avait été baroque, tu aurais eu des angelots un peu partout et des dorures et du marbre. Voilà, je vais passer pour... Non, mais je précise, je ne fais qu'apporter une précision. Et donc, c'était le Comme chez soi, qui est situé au cœur de Bruxelles. Très classique. Oui, absolument. Le deuxième, c'était chez Bonbon, situé à Woluwe. Woluwe-Saint-Pierre, je crois. Woluwe-Saint-Pierre. Dans la chic banlieue est de Bruxelles. Et voilà, c'était un peu guindé. Alors là, c'était même un peu prout-prout, je crois qu'on peut le dire. Mais c'était bon, enfin, je veux dire, on a bien mangé, c'était une chouette soirée, il y avait une belle vue sur la cuisine aussi, on était bien assis. Après, effectivement, c'était une ambiance un peu guindée, alors que, effectivement, ce dernier restaurant, La Paix, on était dans une ambiance tout à fait différente, qui était plus proche de celle d'un bistrot. D'ailleurs, c'est un ancien bistrot, c'est ça? Exactement, c'est un ancien bistrot, une brasserie, que ses propriétaires, donc le chef et la chef de salle, ont décidé en fait de transformer, faire le pari de le transformer en restaurant gastronomique. Et ça a été un petit peu au début un petit peu compliqué, parce que globalement ils sont passés de 100 couverts à 20 couverts. Et donc ils ont changé l'approche, le menu. Mais au final, ils ont des inspirations un petit peu japonaises dans les plats, donc beaucoup de poissons, crustacés, beaucoup de crus. Finalement, il y avait... C'était un repas, comme toujours dans ces restaurants gastronomiques, avec pas mal de petites choses au début et puis pas mal de petites choses à la fin. Des petits amuse-bouches avant l'entrée, et puis des mignardises à la fin. Beaucoup de saveurs, des choses un peu étonnantes. On a eu un citron
qui était avec des œufs de truite. Non, les œufs de truite, c'était avant. On a eu un citron qui était avec Du caviar une couche tout au fond de gelée de thon, avec une couche de panna cotta. Ensuite, au-dessus, il y avait encore quelque chose que j'ai oublié. Des Et puis langoustines dessus, des langoustines, c'est ça. Et puis au-dessus, encore une couche de caviar. Enfin, c'est bien la seule fois de ma vie que j'ai mangé du caviar. Non, il y a quand même un petit coup de cœur, c'est quand même le petit beurre à la brioche, qui était extraordinaire. Ah, c'était bon, ça. Ouais, La très bon. brioche était un petit peu caramélisée. Mm. C'était très Très sympa. Ouais. Bref, on va pas vous repasser en détail tout le menu quand même, mais on a trouvé cette expérience assez sympathique. Et puis nous, voilà, c'était une façon pour nous de marquer les anniversaires. C'est comme ça qu'on fait pour marquer les anniversaires dans notre couple aussi, continuer à faire des choses ensemble. Et speaking of faire des choses ensemble, on a aussi hier fait quelque chose qui nous était pas arrivé depuis, j'ai envie de dire, un an et demi. Je me demande si on l'a même fait si on l'a fait pendant le Covid, mais pas en Belgique. On est allé faire une après-midi au spa. Et oui, On est retourné à ça, Thermae. c'était chouette. Après, il n'y a rien faire. Soleil, sauna, piscine. C'était bien sympa aussi. Bref, voilà, autant vous dire que on revient sur les questions de Week-end routine, cool. mais c'était week-end cool, mais on n'est toujours pas dans la routine et c'est toujours plaisant de pouvoir prendre le temps de faire ça tous les deux parce qu'on a des rythmes qui étaient un peu compliqués et qui vont le rester jusqu'à la fin du mois de juin quand même au travail. On a la chance d'avoir du travail et de beaucoup travailler, mais du coup, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. Et c'est vrai qu'il a fait chaud aussi ces derniers jours à Bruxelles. Très chaud. On dit toujours qu'il pleut, qu'il fait froid à Bruxelles. Mais la réalité, c'est qu'on a eu très chaud et du coup, on a eu aussi un petit peu de mal à dormir sous les toits comme on est. Donc voilà, c'était aussi agréable ce week-end de prendre un petit peu le temps de dormir et de se détendre et de profiter un petit peu de temps à deux. Absolument, tout à fait. Voilà, et puis de quoi on pourrait parler de nos vacances, mais on n'a jamais été aussi relax à 3 semaines des vacances à ne pas savoir vraiment ce qu'on va faire, je crois, et je trouve ça finalement très agréable. On vous a déjà parlé de notre plan d'aller aux États-Unis. Je sais pas, on sait toujours pas si ça va se faire, mais on est très relax vis-à-vis de ça. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir éventuellement y aller si on peut. On sera très heureux de pouvoir assister à ce mariage là-bas si on peut. Et puis si on peut pas, on a commencé à réfléchir à des alternatives qui sentent un peu l'Italie ou l'Allemagne. Ouais, on aime bien un peu des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, mais en tout cas qui sentiront un peu l'étranger, l'extérieur et et aussi un bout de dépaysement quand même. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le pass sanitaire va être super pour voyager dans l'Union européenne. Quand il s'agit d'aller en dehors des frontières de l'Union européenne, ça va être un peu plus compliqué. Ça reste compliqué, mais on savait déjà que c'était le cas, c'est pas nouveau. Et vous, n'hésitez pas à nous dire, nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous allez faire cet été. On sera ravis de savoir un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez prévu. Et puis si jamais on peut se croiser, pourquoi pas, hein, faites-nous signe. Allez, comme ça fait déjà 30 minutes qu'on est sur cet épisode, passons directement au dernier point. Guillaume, tu voulais faire une petite rubrique arc-en-ciel. Et oui.
Sportsalai. C'est ça, qui depuis quelques années s'est mise à créer tous les ans un calendrier de photos noir et blanc avec au début c'est rameurs et puis de plus en plus de personnalités aussi extérieures pour soutenir la cause justement du développement d'une meilleure acceptabilité dans le sport et de trouver des alliés, ce qu'on appelle des alliés pour la cause LGBTQI+, dans le sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà la fin de ce podcast Back to the Future, aka le monde d'après, avant. Ah non, c'est le contraire. Le monde d'avant, après. Très confusant. Alors, si vous a plu, comme on vous le disait en début d'épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Ça nous fera bien plaisir et puis ça permettra à d'autres aussi de pouvoir découvrir ce podcast. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, sur Twitter et Facebook. Vous n'oubliez pas, parce qu'on poste en fait tous les liens qui nous ont permis de construire cet épisode, toutes les ressources que vous pouvez aller consulter à chaque fois, c'est sur Twitter et Facebook. Et puis si jamais on en oublie, vous n'hésitez pas à nous faire un petit rappel, une petite beuglante en disant franchement, vous nous avez dit que vous allez nous parler de ça et puis on voit toujours pas de quoi vous parlez. Exactement. Et puis si vous aussi, vous voulez nous partager des infos ou nous dire, tiens, est-ce que vous avez vu ça ? N'hésitez pas, on essaie d'être assez actifs sur les réseaux, que ce soit sur nos comptes personnels ou sur le compte Tranche de Couple. Absolument. Allez, gros bisous, soyez prudents, profitez sans masque, enfin, youpi. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.